résultats d'une étude qualitative qu'on a menée avec le soutien de la Direction générale de la santé de septembre 2014 à janvier 2016 pour le terrain. On a organisé notre étude en 2 volets, avec un premier volet qui était consacré en fait aux objets. On a travaillé avec une personne qui était designer et ingénieur en fait, et qui a analysé un peu tous les dispositifs de vapotage qui étaient disponibles sur le marché. Et puis un deuxième volet dans un second temps avec une étude de terrain classique en ethnologie, des observations lors d'événements regroupant des usagers de cigarettes électroniques et puis des entretiens semi-directifs réalisés avec des profils très variés pour nous permettre d'explorer un champ encore méconnu. On a accordé une priorité plus importante aux jeunes consommateurs de moins de 26 ans. C'était en fait pour répondre à une question qui était formulée par la DGS très clairement, qui était est-ce que la cigarette électronique peut-elle être une voie d'entrée vers la consommation de nicotine et ou de tabac ? Notre échantillon, par contre, s'inscrit dans une démarche exploratoire. Donc les profils sont très variés, n'ont pas visé une catégorie de vapoteurs particuliers. Et voilà, ça permet de mettre au jour différentes pistes de réflexion à travers la grande variété de ces usages. Je vais passer un peu rapidement sur des choses auxquelles on a consacré un peu plus de temps dans le rapport, qui sont le contexte et les préalables. Avant de vous présenter les principaux résultats de l'étude. Donc je voulais insister juste sur 3 points. D'une part, le fait que la cigarette électronique n'est pas un épiphénomène et que malgré l'absence de preuves avérées sur son efficacité ou son innocuité, les médecins ont à répondre aujourd'hui à la demande des fumeurs et à adopter une position claire face à la cigarette électronique. Et que même si c'est l'engouement qui a été remarqué en 2012-2013 s'est ralenti, la cigarette électronique fait aujourd'hui partie du paysage des fumeurs qui cherchent une alternative au tabac et à l'abstinence. Deuxième point, le fait que c'est une controverse socio-technique, donc ce mot un peu barbare, juste pour rappeler des choses que vous savez déjà, mais qu'est-ce que c'est qu'une controverse socio-technique ? C'est un débat qui engage des connaissances scientifiques ou techniques qui ne sont pas stabilisées, donc il y a une absence de faits indiscutables, et qui conduit à des affaires embrouillées qui mêlent à la fois des considérations juridiques, morales, économiques et sociales. Sont associées aux controverses socio-techniques les notions de risque, d'innovation et de politique, qui sont 3 ingrédients en fait, qui structurent l'histoire de la cigarette électronique qui est en train de s'écrire, l'histoire de son invention, l'histoire de sa diffusion et l'histoire de son évolution. Notre étude en fait, a lieu donc, au moment de cette période floue, où on s'interroge sur l'innocuité du dispositif, son efficacité en tant qu'outil de sevrage du tabac, et où les logiques de chacun des acteurs s'affrontent régulièrement par voie de presse ou de manifestation. Les pouvoirs publics, avec différentes instances qui ne poursuivent pas toujours les mêmes objectifs, les buralistes, les pharmaciens, les associations, les cigarettiers, les tabacologues, et plus largement le corps médical. Donc chacun, en fait, tente de créditer ou de discréditer la cigarette électronique. Deuxième point important, la cigarette électronique n'est pas un objet nouveau. Elle s'inscrit dans l'histoire déjà longue de la recherche d'alternatives à la combustion du tabac. Son invention, donc, vous le savez à peu près tous ici, est attribuée à Handlich en 2002-2003. Mais la première version de la cigarette électronique a été introduite en Europe et aux États-Unis en 2006-2007. Et donc elle a connu un succès immédiat, générant un quasi-triplement du chiffre d'affaires en 1 an. Mais en réalité, en fait, ce qui est nouveau, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais bien l'engouement qu'il suscite chez une part importante des fumeurs qui souhaitent rompre avec le tabac. Juste pour rappeler quelques éléments historiques. Le premier brevet de vaporisateur électrique, qui est tout à fait semblable dans sa forme, dans son volume, dans son principe de fonctionnement aux cigarettes électroniques qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, est déposé en 1927 aux États-Unis par Joseph Robinson. Et il se présente alors comme une alternative au tabac, comme un dispositif médical, pardon. Donc en fait, depuis les années 50 où la question de la nocivité du tabac est avérée, les industriels du tabac, mais aussi des particuliers et des médecins dans différents pays, ont entrepris d'inventer des dispositifs qui permettent de diminuer ou de supprimer les aspects nocifs de la consommation de cigarettes.
Et la nature de ces inventions a évolué en même temps que la spécialisation et l'accroissement des connaissances sur la nocivité du tabagisme. Pour finir sur cette partie de contextualisation, rappeler aussi la progressive dénormalisation de notre rapport au tabac, ça a déjà été évoqué. Les modalités de consommation du tabac donc, ont beaucoup évolué depuis les 20 dernières années et notamment depuis l'application de la loi E20. Il y a une forme de consensus social qui semble s'être mise en place et même parmi les fumeurs les plus assidus, aujourd'hui on sort pour fumer, c'est devenu la norme. Donc, autrefois symbole de liberté, le tabac est devenu une aliénation, une toxicomanie dont il s'agit de se défaire. Cette dénormalisation du tabac s'installe, selon Aurélie Lermenier-Janet de l'OFDT, depuis une dizaine d'années. Et donc, tous ces éléments de contexte font que le dispositif cigarette électronique est rendu d'autant plus attractif. Donc, j'en viens maintenant au profil des usagers qu'on a rencontrés. Toutes les personnes qu'on a interrogées ont expérimenté le tabac à l'adolescence ou autour de 20 ans. Après les premières expériences, elles ont toutes rapidement fumé entre 10 cigarettes et un paquet par jour, voire plus. Dans notre échantillon, certains ont tenté à plusieurs reprises de diminuer ou d'arrêter leur consommation, mais ces tentatives se sont toutes soldées par des échecs, donc avec des rechutes soit après quelques jours, quelques semaines, ou même parfois après plusieurs années d'arrêt. Et je tiens à souligner que dans notre échantillon, on trouve aussi des fumeurs qui disent n'avoir jamais eu l'intention d'arrêter de fumer, n'ont en tout cas jamais rien tenté dans ce sens avant la cigarette électronique. Pour ces personnes-là, il s'agit majoritairement de fumeurs qui consomment plus d'un paquet par jour, mais on trouve aussi un fumeur plus modéré, 10 cigarettes par jour pendant presque 30 ans, qui n'avait jamais envisagé l'arrêt avant d'essayer la cigarette électronique. Pour ce qui est des motivations, donc pour la totalité de notre échantillon, c'est d'abord et avant tout une question de santé. Et avec vraiment cette représentation forte du tabac en disgrâce, quoi. Il ressort de l'ensemble des témoignages, tout profil confondu, un grand intérêt pour une façon de fumer plus saine, sans les inconvénients, qu'il s'agisse des désagréments quotidiens, donc mauvaise odeur, mauvaise haleine, etc., ou des risques sanitaires plus sérieux, désormais parfaitement connus de tous les fumeurs. Même chez les gros fumeurs, le tabac est en disgrâce, et la cigarette électronique, face à ce tableau, c'est d'abord la perspective de continuer à fumer, mais plus sainement. La toxicité avérée du tabac fumé et la marginalisation progressive de cette pratique rendent d'autant plus attractif ce dispositif. Je vous ai mis quelques extraits d'entretien que vous pouvez apprécier en même temps. Alors, un point important de notre étude, c'est qu'on a déterminé 4 postures des utilisateurs au moment en fait, d'essayer la cigarette électronique. Donc, pour la première posture, c'est la cigarette électronique qui est identifiée par la personne comme un produit de substitution. Et ici, il s'agit clairement de troquer une dépendance contre une autre, perçue comme infiniment moins dangereuse, plus pratique, plus acceptable. L'objectif, en fait, est de continuer à fumer, mais plus sainement. Deuxième posture, la cigarette électronique est considérée comme un moyen de réduire ou de contrôler la consommation de tabac. L'objectif ici est d'alterner la cigarette de tabac et la cigarette électronique dans une même journée ou dans une même semaine, sans désir en fait de mettre un terme à la consommation de tabac. Deuxième posture, c'était donc la cigarette électronique envisagée comme un outil de sevrage tabagique. L'utilisateur vise ici l'abstinence. Il s'agit d'arrêter le tabac en le remplaçant temporairement par la cigarette électronique qui est vouée elle aussi à être abandonnée. Pour certains qui ont réussi le sevrage, elle est aussi utilisée occasionnellement pour ne pas rechuter. Et pour d'autres aussi, ce projet n'aboutit pas et la cigarette électronique est abandonnée. Et enfin, quatrième posture, excusez-moi du cafouillage, guidé par la curiosité, l'utilisateur arrête de fumer par inadvertance. Ça, c'est des témoignages qu'on a eus de manière récurrente. Certains fumeurs qui n'avaient pas eu l'intention déclarée d'arrêter le tabac et qui se sont en fait intéressés à la cigarette électronique par curiosité pour un phénomène nouveau qui se déroulait devant leurs yeux, arrêtent de fumer presque sans s'en rendre compte, d'après leurs témoignages. Ils sont surpris en fait de la disparition rapide de l'envie de fumer, une envie qu'ils croyaient jusqu'ici absolument incontrôlable. Donc les gens disent ça s'est fait naturellement, ça n'a pas été une décision d'arrêter de fumer. Dans un second temps, par contre, les trajectoires évoluent de façon parfois radicalement opposée.
Donc, l'une des personnes n'a par exemple plus touché une cigarette de tabac depuis 3 ans. Par contre, un autre est resté à la cigarette électronique pendant 18 mois sans consommer de tabac et retombe dans le tabac au bout de 18 mois, alors que sa cigarette en fait se casse dans son sac, il ne la remplace pas et il retourne vers le tabac. Il faut souligner aussi que ça, c'est les objectifs au départ quand la personne commence la cigarette électronique, mais que ces objectifs en fait évoluent. Donc les trajectoires ne sont pas du tout linéaires. Et donc pour exemple, une des personnes souhaitait arrêter le tabac et finalement se retrouve dans un usage mixte pour des raisons pratiques, c'est-à-dire vapoter quand elle ne peut pas fumer. Et inversement, un autre utilisateur se tourne vers la cigarette électronique au départ pour ne pas fumer chez son amie non fumeuse et finalement se dirige vers l'abstinence. Donc dans notre échantillon, je vous ai dit 25 entretiens. En fait, il y a un entretien qu'on a mené avec des professionnels, un autre entretien avec une personne qui en fait n'a jamais fumé et ne fait que vapoter sans nicotine en fait. Donc on l'a exclu. Voilà, j'ai plus que 23 personnes. Enfin, on ne l'a pas exclu, mais je veux dire, je ne le comptabilise pas dans cette partie-là. Donc 11 des personnes sur les 23 rencontrées ont réussi leur sevrage tabagique. 6 personnes sur 23 continuent de fumer du tabac tout en ayant recours à la cigarette électronique au moment de l'entretien. Dans cette catégorie donc, de vapofumeurs, on recense des pratiques et des motivations très différentes. Certains fument et vapotent au cours d'une même journée. D'autres ne fument une cigarette que très occasionnellement. D'autres, enfin, vapotent pendant plusieurs mois, puis rechutent et alternent ainsi au cours d'une même année cigarette électronique et cigarette classique, mais sans jamais utiliser les deux en même temps. Et enfin, 6 personnes sur 23 avaient repris le tabac et abandonné la cigarette électronique au moment de l'entretien. Sur ces 6 personnes, en fait, on a 4 personnes qui ont moins de 26 ans, qui en fait n'étaient pas vraiment engagées depuis très longtemps dans une consommation tabagique, qui ont expérimenté le dispositif plutôt par curiosité. Et par contre, on a 2 personnes, donc 40 ans et 53 ans, pour qui la cigarette électronique s'est avérée un échec. L'un a abandonné donc au bout de 18 mois et l'autre au bout de 3 mois. Et ils constatent tous les deux que leur consommation de tabac a augmenté en fait, après l'arrêt de la cigarette électronique. Donc, ce qui ressort de manière vraiment récurrente dans les entretiens, c'est cette dimension du sevrage sans effort. Quel que soit le rapport au tabac, tous les témoignages décrivent un sevrage tabagique ou une diminution conséquente de la consommation, largement facilitée par la cigarette électronique. Là où les tentatives précédentes sont marquées par l'effort, l'échec et les désagréments, la cigarette électronique apparaît pour beaucoup dans un premier temps comme un outil miraculeux. Donc, plusieurs personnes interrogées rapportent qu'elles ont arrêté de fumer presque sans s'en rendre compte. Je me suis aperçue que je ne fumais plus. Ce qui apparaît aussi clairement dans les entretiens, c'est une image très négative des substituts nicotiniques classiques. Donc les gens sont plutôt sceptiques à l'égard de ces substituts et ils sont associés à une image négative, contrairement à l'attraction et à l'intérêt que suscite la cigarette électronique. Autre élément récurrent, des bénéfices donc immédiats, que les personnes interrogées soient parvenues ou non à arrêter le tabac. Certains éléments sont récurrents dans presque tous les témoignages. Les effets négatifs en fait sont relativement rares et fréquemment liés à un matériel de mauvaise qualité et sont cités régulièrement des avantages comme la sensation d'être dans une dépendance moins forte, en tout cas plus acceptable, un mieux-être physique, une récompense sur le plan social et une satisfaction personnelle. L'autre point vraiment important dans ces démarches vers un arrêt du tabac éventuellement, c'est le fait d'adopter une nouvelle pratique en fait. Pour celles des personnes qui ont interrogé, qui ont essayé d'arrêter de fumer avant l'apparition de la cigarette électronique, toutes les tentatives se sont soldées par des échecs. De ces expériences, elles ne gardent en mémoire en fait que les aspects négatifs, baisse de l'estime de soi, prise de poids, mauvaise humeur, sensation de mal-être, impression de fournir des efforts démesurés pour tenir. Donc, au parcours du combattant que tout fumeur souhaitant arrêter anticipe ou endure, s'oppose le plaisir lié à l'expérimentation d'une nouvelle pratique. La cigarette électronique place l'utilisateur dans une posture qui est en fait totalement opposée à celle adoptée lors d'un sevrage. En fait, là, il ne s'agit pas d'arrêter quelque chose que l'on aime, mais de commencer quelque chose et de découvrir de nouvelles sensations.
De plus, le nouvel utilisateur se place dans une posture d'apprenant, donc qui est une position valorisante, et il est amené à s'interroger sur les mécanismes de l'addiction au tabac, démarche souvent absolument inexistante dans sa vie de fumeur. Ces éléments semblent jouer un rôle primordial dans la réussite du processus de sevrage. Enfin, dernier élément commun à absolument tous les entretiens, c'est que les usagers ont vraiment la sensation d'être livrés à eux-mêmes, que les échecs en fait résultent fréquemment d'un manque d'informations autour du dispositif et de l'absence de mode d'emploi en fait de ce dispositif. Et il ressort de tous les entretiens que les utilisateurs de cigarettes électroniques sont déroutés par les informations contradictoires et l'absence de données fiables, qui se sentent véritablement donc livrés à eux-mêmes, et que la position réservée des autorités sanitaires, alors que le phénomène a connu une expansion fulgurante, que le secteur se professionnalise et se mobilise, est mal perçue par les utilisateurs rencontrés. Le message est incompris ou inaudible, il est double et trouble. Les personnes interrogées donc peinent à comprendre les logiques institutionnelles et le fait que les autorités sanitaires en charge de lutter contre le fléau du tabac puissent ne pas soutenir davantage un dispositif dont ils constatent presque tous l'efficacité sur eux-mêmes ou sur leurs proches. Donc merci beaucoup Astrid Fontaine. Donc vous avez mis en évidence que la vape c'est aujourd'hui un phénomène d'ampleur. Vous avez souligné la lente évolution des mentalités vis-à-vis du tabac et puis les recherches d'alternatives. Le fait qu'aujourd'hui vraiment principalement on arrête le tabac pour sa santé et on se tourne vers la vape en tant que produit de substitution, en tant qu'outil de sevrage et donc de transition, ou pour réduire ou contrôler sa consommation de tabac. Cet arrêt du tabac est perçu comme étant la plupart du temps sans effort grâce à la cigarette électronique, avec un succès surprise de cette expérimentation pour certains, mais parfois aussi l'échec et même dans un certain cas l'augmentation de la consommation de tabac.